Dans cette section, on s'intéresse à l'impact de la relativité sur les équations de base de la mécanique, en particulier sur l'équation de la quantité de mouvement, sur l'équation de l'énergie cinétique et aussi sur la relation entre la force et l'accélération, mieux connue sous le nom de deuxième loi de Newton. Alors, on va voir qu'on obtient des formulations différentes des formulations habituelles, dites classiques, et en particulier, on va voir que la reformulation de l'énergie cinétique va nous permettre de mettre en évidence un résultat surprenant de la relativité, le fait que toute masse correspond à la base à une certaine quantité d'énergie qu'on appelle l'énergie au repos. Alors, on va commencer avec la quantité de mouvement relativiste. Donc, la quantité de mouvement classique, la formule, c'est tout simplement P est égal à mv, mais en raison de la relativité, il apparaît un facteur gamma dans la formule, et on va démontrer pourquoi on doit avoir un facteur gamma dans la formule en considérant une situation un peu tirée par les cheveux, mais qui se pourrait à la limite. Donc, on imagine deux boxeurs, Ali et Bernie, qui sont jumeaux. Donc, ils ont une force égale, et chaque fois qu'ils se battent, ça finit par un match nul. Mais ils ont entendu parler qu'en relativité, lorsqu'on a un véhicule qui se déplace par rapport à nous, le temps dans le véhicule, d'après nous, est ralenti. Donc, les gens dans le véhicule fonctionnent au ralenti. Alors, ils se placent dans une situation où on a deux plateformes qui voyagent sur des rails parallèles et qui se croisent à un certain moment. Imaginons que la vitesse d'une plateforme par rapport à l'autre, c'est 86% de la vitesse de la lumière, ce qui fait que gamma égale 2. Du point de vue d'Ali, Bernie est ralenti par un facteur 2. Donc, si au moment où ils se croisent, ils se donnent un coup de poing mutuellement, du point de vue d'Ali, Bernie va donner son coup de poing au ralenti par un facteur 2. Et Ali, vu qu'il va se sentir normal et il va voir son poing voyager normalement, il espère pouvoir enfin gagner contre Bernie. Mais du point de vue de Bernie, c'est la même chose réciproque. Bernie va se sentir normal, et d'après Bernie, Ali va donner son coup de poing au ralenti par un facteur 2. Donc, ça devrait être Bernie qui gagne. Évidemment, c'est impossible. Vu que la situation est symétrique, le résultat doit être symétrique. Et à la fin, ça doit encore être un match nul. Comment c'est possible? Tout simplement parce que ce qui fait que lorsque deux objets rentrent en collision, un l'emporte sur l'autre, c'est la quantité de mouvement. L'objet qui a le plus de quantité de mouvement va l'emporter si on veut. Mais si la quantité de mouvement est gamma m fois v, alors si on se met du point de vue d'Ali, Bernie frappe au ralenti, donc avec une vitesse 2 fois plus petite, mais vu que gamma égale 2, ça se compense. Même chose du point de vue de Bernie, Ali frappe avec une vitesse 2 fois plus petite, mais gamma égale 2, et encore une fois, la quantité de mouvement reste la même à cause du facteur gamma. Alors, dans la vie de tous les jours, gamma est tellement proche de 1 qu'on ne se rend pas compte de cet effet et on utilise la formule classique P est égal à mv, mais la véritable formule, c'est P est égal à gamma mv. Alors, on a vu qu'on a tout simplement remplacé m par gamma m. Malheureusement, c'est pas aussi simple pour les autres équations. Dans le cas, par exemple, de la force reliée à l'accélération par F égale ma, la deuxième loi de Newton, en relativité, si on a une force qui agit parallèlement à la vitesse pour faire augmenter, par exemple, la vitesse d'un objet, l'accélération qui en résulte est reliée à la force par l'équation gamma cube ma. Et pour l'énergie cinétique, c'est encore plus étrange. On est habitué à une formule 1 demi mv carré, et la formule qu'on obtient, gamma moins 1 mc carré, ressemble pas du tout à la formule classique. En fait, la vitesse apparaît indirectement dans gamma, mais on peut montrer que dans les trois cas, lorsqu'on va à faible vitesse, on retrouve la formule habituelle. Alors, pour P égale gamma mv, c'est relativement simple. Gamma égale 1 à faible vitesse, donc P égale mv. Pour F égale gamma cube ma, encore une fois, gamma égale 1 à faible vitesse, on retrouve F égale ma. Et dans le cas de l'énergie cinétique, si on remplace gamma par 1, là, on a l'énergie cinétique égale 0. Ce qui veut dire qu'on a tout simplement trop approximé en remplaçant gamma à peu près égal à 1. On avait vu à la section 4.2 que lorsque la vitesse est relativement petite par rapport à la vitesse de la lumière, on peut utiliser l'approximation gamma égale 1 plus 1 demi v sur c au carré. Alors dans ce cas-là, si on remplace cette équation-là dans celle-ci, le 1 se simplifie avec le moins 1 et il reste 1 demi v sur c au carré fois mc carré. Les c carré simplifient, il reste bien 1 demi mv carré. Bon, maintenant, pour démontrer la deuxième loi de Newton en relativité et l'équation pour l'énergie cinétique, c'est quand même relativement long. Alors, la démonstration est faite dans le livre. On se sert comme point de départ de l'équation qu'on vient de présenter pour la quantité de mouvement. La force est égale par définition à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. En physique classique, la quantité de mouvement, c'est mv.
Et pour une masse constante, ça fait m dv dt, donc ma. C'est pour ça qu'on est habitué à voir cette équation sous la forme F égale ma, mais la véritable formulation, c'est la dérivée de P par rapport au temps. On remplace P par l'équation relativiste. Le gamma contient une vitesse, donc finalement, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Mais on finit par obtenir à la fin gamma cube ma pour l'expression pour la force. Notons que cette expression est vraie seulement si la force est dans la même direction que l'accélération. Si la force est perpendiculaire et produit une accélération centripète, on obtient une relation différente. C'est pas gamma cube, ma c'est simplement gamma ma, mais on n'utilisera pas cette expression-là dans la section. Maintenant qu'on a la formule pour la force, le travail fait par une force, la force fois le déplacement, mais ici la force, quand la vitesse augmente au fur et à mesure qu'on applique la force, la valeur de gamma change, donc c'est un peu plus compliqué pour arriver à l'expression du travail effectué sur une particule lorsqu'elle passe d'une vitesse initiale V0 à une vitesse finale V. Et maintenant, si on s'intéresse à l'énergie cinétique d'une particule, par définition, c'est la quantité de travail qu'il faut faire pour l'amener du repos jusqu'à sa vitesse finale. Donc, en intégrant de 0 à la vitesse finale, on obtient bel et bien gamma moins 1 mc carré. Cette équation-là a été obtenue par Albert Einstein lorsqu'il a énoncé les principes de la relativité restreinte. Maintenant, on peut l'écrire sous la forme gamma mc carré moins mc carré. Et en observant cette équation-là, on se rend compte que l'énergie cinétique peut s'exprimer sous la forme d'une soustraction de deux termes. Un terme dépend de la vitesse, vu qu'il y a un terme gamma, et un terme est constant. Et tout le temps là, peu importe la vitesse. Alors Einstein a interprété cette équation-là de manière intéressante en se disant que gamma mc carré correspond à l'énergie totale de l'objet, et mc carré correspond à l'énergie de l'objet lorsqu'il est au repos. Alors c'est logique, si on soustrait l'énergie totale de l'objet moins ce qu'il avait déjà au repos, la différence devrait correspondre à l'énergie qu'il a gagnée en raison de son mouvement, donc à l'énergie cinétique. Mais ça voudrait dire, si cette interprétation-là est correcte, que un objet de masse m au repos, par le simple fait qu'il a une masse m, équivaut à une quantité d'énergie énorme, vu que C, c'est 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. Au carré, ça donne 9 par 10 à la 16. Donc, 1 kg de masse vaut 9 par 10 à la 16 joules d'énergie. Si on pouvait transformer cette énergie-là en énergie électrique et la vendre au tarif de Hydro-Québec, ça vaudrait, grosso modo, 1 milliard de dollars. Donc, c'est assez spectaculaire de savoir ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a découvert tout d'un coup une source incroyable d'énergie, parce qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a aucune façon de transformer la masse en d'autres types d'énergie. Donc, cette énergie-là serait d'une certaine manière inutilisable. Mais enfin, on sait aujourd'hui que toute réaction qui libère de l'énergie, comme les réactions exothermiques en chimie ou certaines réactions nucléaires, font en sorte qu'à la fin, il y a moins de masse qu'au début et la différence a été transformée en énergie. Dans le cas des réactions chimiques, l'énergie émise est relativement faible, ce qui fait que la diminution de masse est pratiquement impossible à mesurer. Tandis que lors d'une réaction nucléaire, la fraction de la masse qui disparaît peut être de l'ordre de 1 millième, ce qui est relativement facile à mesurer. Donc, si on reprend maintenant cette définition que mc carré, on va l'appeler E0 pour l'énergie au repos, on peut écrire que l'énergie gamma mc carré est égale à E0 plus K. Donc, sous cette forme-là, gamma mc carré va être interprété comme étant l'énergie totale de l'objet, qui est égale à son énergie au repos, plus l'énergie cinétique. Maintenant qu'on a vu l'équation pour l'énergie cinétique et l'équation pour la force en relativité, on peut s'en servir pour comprendre pourquoi c'est impossible à un objet qui a une certaine masse de se déplacer exactement à la vitesse de la lumière. Alors, premièrement, du point de vue de l'énergie, si on réussissait à prendre, par exemple, un électron, qui a une masse très petite, et à le faire voyager exactement à la vitesse de la lumière, vu que gamma vaut l'infini, son énergie cinétique serait infinie. Mais ça voudrait dire qu'on a exercé un travail infini sur l'électron, mais ça prendrait une source infinie d'énergie, ce qui n'existe pas. Même si on prenait toute l'énergie disponible dans l'univers observable et on la concentrait dans un seul électron, il ne se déplacerait pas exactement à la vitesse de la lumière. C'est ce qu'on observe en passant dans les accélérateurs de particules. On peut amener l'électron relativement facilement à 99% de la vitesse de la lumière et ensuite 99,9, 99,99, 99,999% de la vitesse de la lumière, mais
on ne parvient jamais à atteindre la vitesse de la lumière. Une autre manière de voir pourquoi c'est impossible d'accélérer un objet à la vitesse de la lumière, c'est de considérer ce qui se passe lorsqu'on exerce une force dessus, par exemple un vaisseau spatial avec un réacteur qui exerce une force F et qui produit l'accélération A, qui est égale à F sur gamma cube M. Alors imaginons par exemple un vaisseau de 5000 kg avec une force constante de 50 000 newtons. Initialement, quand la vitesse est 0, l'accélération vaut 10 mètres par seconde carrée. Mais au fur et à mesure que le vaisseau prend de la vitesse, par exemple s'il a déjà atteint 0,5 c, gamma vaut 1,15 et on se rend compte que l'accélération ne vaut plus que 6,49 mètres par seconde carrée pour la même force. À 80% de la vitesse de lumière, l'accélération ne vaut plus que 2,16 mètres par seconde carrée. Et on se rend compte que plus on se rapproche de la vitesse de lumière, plus gamma tend vers l'infini et plus l'accélération tend vers zéro. Donc, l'accélération étant de moins en moins grande, le gain de vitesse est de moins en moins rapide et on n'arrive jamais à se rendre à la vitesse de la lumière. Une manière d'interpréter ce phénomène, c'est de se dire que du point de vue, par exemple, de la galaxie qui verrait ce vaisseau accélérer, vu que le temps est ralenti pour le vaisseau, le réacteur tire ses gaz au ralenti et est donc de moins en moins efficace au fur et à mesure que le vaisseau s'approche de la vitesse de la lumière. En passant, on pourrait se demander pourquoi les photons sont capables de se déplacer à la vitesse de la lumière. C'est que les photons ont une masse nulle. Ce qui fait que, dans l'équation, par exemple, pour l'énergie cinétique, si la masse est 0 et se déplace à la vitesse de la lumière, gamma vaut l'infini, et infini fois 0 correspond à une indétermination en mathématiques, ce qui nous dit simplement, dans ce cas-là, que cette équation-là ne peut pas être utilisée pour calculer l'énergie d'un photon. On verra au chapitre 5 une équation qu'on peut utiliser pour calculer l'énergie d'un photon. On peut combiner l'équation de la quantité de mouvement relativiste et l'équation de l'énergie relativiste pour obtenir une formule utile qui est E carré égale P carré C carré plus M carré C4. La démonstration est effectuée ici. Le but de la démonstration est de montrer que P carré C carré plus M carré C4 va nous redonner E carré. Alors on remplace P par gamma MV. On utilise le fait que 1 plus gamma carré V carré sur C carré égale gamma carré. Si on exprime gamma en fonction de V, on se rend compte que ça fonctionne. Et on obtient une équation où à la fin, on remplace ce terme-là par E carré. Alors cette équation-là est particulièrement utile dans deux limites. Dans une limite où l'objet est au repos, il n'y a pas de quantité de mouvement et on obtient E égale mc carré en prenant la racine de chaque côté. Et dans l'autre limite, pour les particules qui ont une masse nulle, le deuxième terme disparaît et on obtient l'équation E égale pc, dont on va se servir au chapitre 5 pour mettre en relation la quantité de mouvement et l'énergie d'un photon.